Bonjour à tous et bienvenue dans la série Femmes de Lumière. Alors d'habitude, je vous présente des entrepreneuses qui ont à cœur de s'occuper des autres et d'être dans le développement personnel et aussi dans la relation d'aide, dans l'accompagnement. Aujourd'hui, c'est une interview très particulière qui pour moi a plusieurs titres car j'ai le grand honneur d'avoir en ma compagnie et qui a accepté cette interview-là. Une romancière qui m'a beaucoup touchée, qui s'appelle Avril et qui a écrit un magnifique livre qui s'intitule Avant que le coq chante, tu m'auras rogné 3 fois. Je mettrai le lien de ce livre sous cette vidéo que je vous invite fortement à aller découvrir, à aller parcourir, car en tant que femme, notamment, à plusieurs titres, il vous permet vraiment de vous interroger sur votre relation à vous-même, mais également sur la relation de couple, la relation à l'autre. Sans plus tarder, parce que je veux pas tout vous spoiler non plus, j'invite Avril du coup à se présenter elle-même et puis à la découvrir tout au long de cette interview, des questions que je vais pouvoir lui poser et du parcours de romancière qu'elle a intégré aujourd'hui dans sa vie sur le plan identitaire, qu'elle sera amenée aussi à vous partager. Bienvenue à toi Avril en tout cas et merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Merci à toi, Claire, de m'inviter et puis de me permettre d'échanger avec vous toutes. Alors juste avant, du coup, je posais la question, qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à écrire ce livre si touchant, si profond et si impactant par rapport aux situations que peuvent vivre les femmes aujourd'hui? D'abord, merci pour tous les mots que tu utilises parce que moi aussi, je suis touchée de m'apercevoir que effectivement, ce livre, même si ça reste une fiction, évoque certains sujets auxquels je suis moi-même très sensible. Donc, en fait, le point de départ, c'est l'envie enfin de réaliser ce que j'avais toujours rêvé parce que j'avais une vie professionnelle bien remplie, une vie de couple et de famille bien remplie. Et puis un jour, la maladie m'a rattrapée et on m'a annoncé donc le, le, le cancer du sein. Et à ce moment-là, bien, j'ai bien sûr eu cette première phase où il fallait que je me batte pour moi-même. Et puis, bien sûr, après, il y avait forcément l'envie de dire, alors, maintenant, est-ce que ce n'est pas le bon moment? Est-ce que il y a des choses à dire? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Donc, à partir de là, ce livre était une évidence parce que j'avais l'impression d'être riche d'énormément d'expériences de, de, de par mon parcours personnel et professionnel. Et puis, j'avais aussi vraiment envie de passer des messages qui me paraissaient importants, et notamment vis-à-vis de toutes les femmes que j'avais pu côtoyer, et, et particulièrement vis-à-vis de certaines femmes où je m'étais rendu compte qu'elles vivaient des situations difficiles, que ce soit professionnelles ou dans leur vie personnelle. Comment on trouve le courage quelque part? Alors même si, comme tu l'as dit, c'est un roman, ce n'est pas une biographie, c'est une histoire que tu as transposée. Comment on trouve le courage quand on a été profondément atteint dans son corps de femme, dans sa féminité, dans des situations qui peuvent toucher également énormément beaucoup de femmes sur le plan de la violence, sur le fait de vivre à un moment donné de la violence, quelle qu'elle soit, physique, psychologique, etc. Comment on arrive à poser des mots, des fois justement sur les mots MAUX des femmes, à s'impliquer comme ça et puis à se détacher peut-être aussi de ce que l'on peut vivre soi à travers un personnage. Il y a beaucoup de choses hein, dans cette notion-là. Il y a, je pense, tout d'abord l'envie ou la culture peut-être d'avoir toujours été à l'écoute des uns et des autres. Et je pense que ça, c'est vraiment une volonté de ma part qui fait que
mais cette écoute s'est transformée en, en un puits de force et le courage dont on parle, en fait, c'est aussi le courage de toutes ces femmes et aussi des hommes que j'ai pu côtoyer, qui se sont eux-mêmes retrouvés dans des situations extrêmement complexes. Et à partir de là, mais être nourri de toutes ces observations, de toutes ces richesses en termes d'amitié, en termes de relations humaines, eh bien, à un moment, on démarre un petit peu l'écriture. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'avoir énormément amassé de choses. Et puis, j'ai commencé à me dire, bon, peut-être qu'en posant quelques mots au fur et à mesure, un petit peu comme un enfant qui apprend à marcher, je vais voir où ce chemin m'emmène. Et c'est comme ça que le livre est né, en sachant qu'après, il fallait que je cherche bien à ce que ce chemin soit bien cadré, qu'il soit, comment dire, qu'il ait des repères professionnels, en tous les cas, que ce soit quelque chose, un travail vraiment précis, ciselé, pour que justement les mots soient justes. Quelle était finalement ta vie? À quoi est-ce qu'elle ressemblait avant finalement que la maladie vienne quelque part te réveiller à toi-même? Comment tu te sentais dans cette vie d'avant? J'avais un fil conducteur qui était à travers ce que je faisais, l'essentiel était toujours de donner. Donner du temps, donner de l'attention, donner de l'affection, donner de l'amour. Et j'ai toujours eu cette impression depuis enfant que on ne reçoit que parce que l'on donne. Et ce fil conducteur-là m'a permis de recevoir énormément. Et je pense que, notamment pour les femmes, euh, c'est une façon d'être qui nous est pas propre, mais en tous les cas qui nous correspond pour beaucoup d'entre nous. Et cette envie de donner. Donc, beaucoup de mes actions, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, ont eu ce fil conducteur. Et de cette manière, j'ai reçu beaucoup. Et quand j'ai décidé de, entre guillemets, changer de vie et, euh, et donc écrire ce livre, pareil, je me suis rendu compte que même beaucoup de mon entourage étaient heureux pour moi de, du fait que je réalisais mon rêve et que je le concrétisais et puis après la phase de construction de cette nouvelle image de romancière, ils ont partagé avec moi le bonheur aussi d'être donc heureux pour moi à travers ce que j'avais réalisé. Le fait que le livre soit terminé, le fait qu'il soit édité, le fait qu'il soit publié, eh bien, ça a été encore une étape où tous ceux qui me connaissaient ont commencé à nouveau à me dire combien ils étaient heureux pour moi. Donc, ces échanges-là ont été d'une richesse incroyable parce que effectivement, je reste comment dire, consciente que les sujets qui sont abordés dans ce livre peuvent toucher beaucoup de personnes. C'est aussi ce pourquoi j'avais besoin d'écrire, c'est que je me suis rendu compte que j'avais besoin aussi de m'exprimer sur certains sujets extrêmement sensibles, et notamment pour les femmes. Est-ce que du coup, on pourrait dire que ce livre a fait partie intégrante de ta reconstruction? Ah oui, complètement, oui. Ça n'est pas un livre pour, comment dire, parce qu'il me permet de poser des choses pour moi-même,
c'est surtout un livre qui a envie de permettre des échanges avec les autres. Et c'est en ce sens que ça m'apporte beaucoup de bonheur. L'échange, par exemple, que nous avons aujourd'hui, en est le témoin. C'est à travers ce livre, c'est aborder des sujets qui me permettent des échanges et particulièrement des échanges avec d'autres femmes. De quelle manière, justement, le fait d'être confronté à une maladie féminine telle que celle que tu as eue, ça t'a permis de justement reconsidérer ton rapport au corps, ton rapport à ta féminité, le regard peut-être que tu pouvais porter sur toi? Comment finalement tout ça t'a permis bah, d'évoluer par rapport au rapport à toi avec beaucoup plus de bienveillance et de tolérance? Euh, je crois que, je crois que la maladie, moi, m'a mis face à deux situations opposées. Elle m'a, d'une part, elle m'a confrontée aux traitements qui sont extrêmement violents et qui imposent une soumission pour dire de se donner le maximum de chance. En tous les cas, moi, je l'avais vécu comme ça. Donc, même si les traitements étaient extrêmement agressifs, il fallait que je les accepte et que j'en accepte leur cruauté parce que même si ça avait un impact sur mon corps, c'était la meilleure chance de vivre et de poursuivre. Et puis en même temps, eh bien, j'ai parlé de soumission, hein, qui est un terme très fort. À l'inverse, c'était, mais si moi, je ne m'occupe pas de moi, personne ne le fera à ma place. Alors, comment je veux être? Est-ce que ça, finalement, ça a de l'importance? Est-ce que ma féminité, ma, ma, ma sexualité sont, enfin, sont vécues comme je le souhaite? Et à partir de là, j'ai exploré des choses, par exemple, que je n'aurais pas pensé auparavant, parce que j'avais envie de chercher aussi par moi-même et de me rendre compte que j'avais peut-être aussi fait partie d'une génération de femmes qui, nous avions, comment dire, bénéficié d'un certain nombre de, de liberté, d'ouverture, depuis une cinquantaine d'années qui s'étaient produites. Mais en même temps, il fallait que il me semble que chacune d'entre nous doit s'accaparer cette liberté, cette envie de chercher par soi-même. Et ça, c'était aussi quelque chose de très important. Et c'est peut-être ce qui m'a fait aussi dire que si dans mon entourage, d'autres femmes ont plus de mal parce qu'elles comment dire, elles, elles n'arrivent peut-être pas, elles sont dans des situations qui les rendent peut-être un peu prisonnières de certaines choses. Pourquoi moi, je n'essaierai pas de trouver les mots et essayer de leur passer des messages pour que si j'ai le bonheur d'être lue par ces femmes, elles puissent se retrouver et avoir envie de faire leur parcours aussi par elles-mêmes, de décoder un petit peu ce que j'ai pu écrire à travers les personnages et puis reprendre en main certaines choses qu'elles auront elles-mêmes décidées. Qu'est-ce qui a été vraiment finalement le moteur de ton inspiration quand tu as décidé d'écrire ce livre? Qu'est-ce qui pour toi a été peut-être une évidence dans l'envie de partager justement ce qui pour toi te tenait vraiment à cœur à travers les personnages et puis l'histoire que tu as créée?
peut-être que j'ai toujours eu envie d'être une femme de mon temps. Donc, je voulais aussi être proche de l'actualité, des mouvements qui se faisaient actuellement. Bien sûr, on a parlé de MeToo, etc. Mais je voulais être là tout de suite dans ma propre vie, avec mes amis, avec mes mots. Et je voulais vraiment utiliser cette occasion pour créer un chemin, mais qui soit aussi quelque chose d'abordable par la vie quotidienne, hein, c'est-à-dire utiliser. J'ai une amie qui disait, ton livre, on dirait le chemin d'une douce progression de la violence. Et ce que cette violence progressive quotidienne peut générer comme impact physique et psychologique sur quelqu'un. Et c'est ça qui m'importe de retranscrire. C'est comment au quotidien, finalement, les uns les autres, on peut se retrouver peut-être violent vis-à-vis de l'autre, sans s'en rendre compte, et puis se refermer sur soi-même, ou à l'inverse de celui qui subit cette violence sans essayer de la comprendre et de l'extérioriser, se retrouve lui-même envahi par cette violence et n'arrive plus à s'en défaire, donc la subit. Donc ça, c'était important pour moi d'être sur ces sujets-là qui me paraissent assez actuels. Ouais, effectivement, dans ton livre, on voit l'escalade, comme tu dis, de la violence. Et puis, moi, ça m'a très fortement parlé par rapport au fameux triangle de Karpman, comme tu disais, où bien, parfois, en fonction des situations dans lesquelles on est, une faculté à y réagir, à y répondre un petit peu, parfois comme on peut, en se laissant bien souvent emporter par nos émotions, etc. Entre finalement le rôle de sauveur, de bourreau, de victime qu'on peut tour à tour dans une espèce de cercle vicieux dans lequel on est pris finalement incarné. De quelle manière c'est peut-être quelque chose qui t'a touché et effectivement par rapport à l'actualité, moi je notamment à travers les femmes qui disaient que c'était des situations qui étaient bien trop souvent communes. Et évidemment, on se rend compte que c'est peut-être facile comme ça, de l'extérieur, d'être tenté de juger ou en tout cas d'avoir un avis sur telle ou telle situation. Alors on se rend compte que quand on vit les choses de l'intérieur, c'est beaucoup moins simple. Et effectivement, ton livre montre bien cette espèce d'escalade. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. De quelle manière, toi, quand tu as vaincu la maladie, quand tu as retrouvé ce souffle de vie plus fort que jamais, tu as eu envie de justement reprendre possession de cette vie et en redevenir profondément créatrice? Alors, il y a quelque chose qui a fait écho chez moi, c'est la puissance de la peur. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Alors en plus, viscéralement, je l'ai ressenti à travers la maladie. Et ça a été un peu un flash pour moi, parce que je me suis rendu compte que parmi les émotions, la peur était souvent à l'origine de manipulation. Et ce qui était intéressant dans ma démarche, je trouvais, quand je me faisais ma propre analyse, c'était comment je gère ma peur pour ne pas devenir, pour gérer aussi la violence que je pouvais alors avoir envie d'exprimer par rapport aux autres et la violence que je pouvais peut-être exprimer contre moi-même. Alors, poser les mots, c'était pour moi une façon de me donner du temps, de réfléchir à la façon dont j'allais décrire les choses
et peut-être je me projetais déjà aussi dans l'idée d'être lue, et donc à partir de là, de comment les mots seraient lus. Donc, c'était le fil conducteur aussi de mes écrits. C'était de partir de l'idée que si moi, la peur me faisait réagir avec autant comment dire, enfin, c'était une émotion aussi forte, si motrice, il fallait que j'arrive à retranscrire auprès des autres que si cette peur est souvent le lit d'une émotion et des comportements qu'elle génère, comment on peut vivre ensemble, et malgré le fait que, j'ai envie de dire, tout le monde un jour a peur, tout le monde un jour doit gérer cette peur, qu'il soit malade ou pas. Donc, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi, d'essayer de ne pas être violente avec mon futur lecteur à travers le fait de lui parler de gens qui avaient peur, finalement. Qu'est-ce qui t'a permis, toi, vraiment, fondamentalement, d'embrasser tes peurs et que ta volonté de vivre, que ta volonté de poursuivre ton chemin soit plus forte que cette peur-là? Je pense qu'il y a plusieurs éléments, vraiment beaucoup d'éléments. Moi, j'ai eu la chance d'être entourée par beaucoup de personnes qui ont accepté la main tendue que je voulais exprimer. C'est-à-dire qu'en fait, je l'ai dit, hein, au départ, j'ai toujours connu beaucoup d'échanges d'idées. Enfant, il fallait partager ses idées, donc tout ça était une évidence. Et on était énormément dans le dialogue. Et être entouré par des personnes qui acceptent d'entendre « j'ai peur de mourir »,« j'ai peur d'avoir mal », après, chacun a réagi comme il a pu, mais j'ai eu aussi la chance d'avoir été écoutée, d'avoir pu être entourée avec des personnes qui en ont profité pour me dire qu'elles m'aimaient, des personnes qui en ont profité pour être simplement présentes, m'appeler, prendre de mes nouvelles, être entourée aussi de personnes qui m'ont touchée physiquement. Donc, j'ai eu tous ces cadeaux qui m'ont permis de comprendre que j'avais énormément de chance de pouvoir recevoir toutes ces choses. Et qu'à l'inverse, d'autres femmes notamment n'avaient pas tous ces cadeaux. Et ça, c'était très important pour moi de ne pas être égoïste à ce moment-là et d'essayer de faire un appel à ces femmes pour leur dire je comprends combien le parcours peut être difficile, parce que parfois on aimerait recevoir et qu'on n'est pas entouré de personnes qui vous donnent. Et qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous sommes, on a beaucoup, je trouve, valorisé justement le fait de nous avoir des stratégies pour recevoir davantage que de donner, que ce soit professionnel ou personnel. Et cet état d'esprit où on peut penser que quand on réussit dans la vie, c'est parce qu'on arrive à davantage capter des autres qu'on donne de soi-même, eh bien, ça m'a paru être quelque chose de dangereux. Et oui, j'avais envie de faire un appel à toutes ces femmes et aussi aux hommes qui peuvent avoir le sentiment
mais que dans cette société, c'est quand même compliqué de tenir le discours, de dire il faut donner pour recevoir. C'est pas si évident que ça. Au jour d'aujourd'hui, j'ai l'intime conviction celui qui est intelligent, celui qui détient le pouvoir, celui qui réussit, c'est surtout celui qui a la capacité de le recueillir sans forcément donner. Oui, ça me touche énormément ce que tu partages à plusieurs niveaux, effectivement, que ce soit au niveau personnel ou même professionnel, puisque j'ai une certaine vision de mon métier et puis de la façon de concevoir le business, vraiment tourner vers l'autre et le faire avec cœur et éthique. Donc, tes mots résonnent fortement. Ce parcours justement de guérison, à travers ce parcours de guérison, qu'est-ce que tu as le plus appris sur toi et sur les personnes qui t'entouraient à ce moment-là? Il y a quelque chose qui m'a vraiment surpris, c'est que quand j'ai eu fini les traitements, je pouvais reprendre ma place exactement là où je l'avais quittée. J'étais attendue, j'avais été sollicitée, on m'avait rappelé en m'expliquant que j'étais bien sûr non seulement la bienvenue, mais vraiment j'étais attendue. Et quand je suis revenue, parce que j'ai essayé de revenir exactement à l'endroit que j'avais quitté quand on m'avait fait l'annonce, et je me suis rendu compte que j'étais incapable physiquement de poursuivre exactement à cet endroit-là. Je n'avais pas la force ni physique. Et après, en fait, il s'est passé un petit élément supplémentaire, tout simple. C'est que j'ai repris là où j'ai repris mon travail. Et au bout de quelques mois, j'étais tellement épuisée que mon médecin m'a dit « Prends un peu de congé, pose-toi ». Et puis, je suis partie me reposer et en marchant, je me suis tordu le pied, je me suis cassé le pied. Et quand je suis revenue de ma balade et que j'ai donc dû à nouveau être en arrêt, eh bien, là, ça a été une évidence parce que pendant quelques mois, je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus avancer, je ne pouvais plus retourner au point que j'étais censée reprendre. Et ça a été un moment pendant ces 3 mois qui a été révélateur. Plus encore peut-être que toute la phase de combat, de radiothérapie, d'intervention et de traitement du cancer. Mais ce pied cassé, cette interdiction physique de pouvoir reprendre la place que je devais reprendre, ça m'a énormément questionné. C'est à ce moment-là, je me suis dit, il se passe quelque chose vraiment là, qu'il faut que tu comprennes et que ton corps est en train de te dire. C'était important justement pour toi cette notion de comme avant, d'être justement, voilà, comme avant, de ressentir de toute façon, de façon inévitable et inexorable que bah, forcément tu avais évolué, tu n'étais plus la même qu'avant, et pour autant avoir cette envie viscérale de reprendre sa place. Qu'est-ce qui s'est joué pour toi à ce moment-là, de justement dans cette notion de comme avant, de bien sentir que beaucoup de choses se sont passées et de ne pas les renier pour autant, mais comme l'envie de revenir au début de l'histoire et de poursuivre le cheminement logique finalement qui était le tien avant que la maladie te soit révélée. Oui, c'est tout à fait juste. C'est un cheminement que j'avais parcouru et qui doit correspondre, je l'imagine volontiers, à beaucoup de femmes de la même manière que moi. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression d'avoir fait une progression dans mon parcours, d'avoir gravi
des échelons et de me retrouver, j'étais presque à l'aboutissement, c'est-à-dire que j'étais reconnue dans ce que je faisais, j'étais reconnue aussi dans un monde où les dirigeants me reconnaissaient. Et, et ça, c'était l'aboutissement justement, c'était l'impression que intellectuellement, humainement, j'étais reconnue dans une société de dirigeants. Et ça, c'était quelque chose qui représentait la réussite pour moi. J'étais arrivée à un poste qui représentait la réussite sociale. Et dans ma tête. Et comme si le combat de femmes que j'avais mené à travers des activités qui habituellement sont plutôt occupées par des hommes, était pour moi vraiment l'aboutissement de la reconnaissance. Donc, revenir très vite, c'était reprendre la place, parce que derrière, il y avait la peur. Il y avait la peur que la place soit prise à nouveau, très vite. Et c'est encore et encore la peur qui m'avait fait réagir. Et quand je me suis cassé le pied, je me suis dit, mais la peur ne peut rien faire pour moi, parce que j'ai beau avoir peur, je ne peux pas marcher, je ne peux pas aller au travailler, je ne peux pas me déplacer. Et donc, qu'est-ce que je fais de cette peur maintenant? Parce qu'elle avait été au moment de la maladie, elle était tellement perceptible et compréhensible du point de vue de la société. Tout le monde sait bien combien c'est difficile d'avoir cette annonce de cancer et tous ces combats qu'on mène. Donc, au niveau de la société, tout le monde me disait, ne t'inquiète pas, tu as le temps, prends le temps de prendre soin de toi et nous t'attendons. Mais dès l'instant où le traitement était terminé, même si on ne parlait pas encore de rémission, dès l'instant où le traitement était terminé, alors, quelque part, il fallait absolument que je reprenne ma place, parce que là, on commençait à me faire sentir que oui, je pouvais perdre ma place et qu'elle serait très vite prise par quelqu'un d'autre. Et par contre, le fait de casser mon pied, m'a là, de toute façon, fait comprendre que ça ne se jouerait pas comme ça, de toute façon. Comment ça s'est passé du coup, alors pour toi, dans cette progression où la vie te fait clairement comprendre que bah non, ça ne sera plus comme avant. Qu'est-ce qui s'est joué pour toi justement dans le fait de reprendre ta place, de créer ta place, de te trouver désormais ta place dans ta vie après cette fracture du pied? Ce que j'ai essayé à ce moment-là, bon, j'ai eu un passage à vide. Je suis tombée de mon arbre. Ça a été quelques semaines difficiles. Et c'est là justement que quand on est au fond du trou, comme on dit, et que l'on ne sait plus où est la sortie, eh bien, c'est à ce moment-là que je pense qu'il y a une force qui vous vient de nulle part et qui est peut-être aussi très présente tout particulièrement chez les femmes. J'ai beaucoup de respect pour la force féminine en général. Et cette force m'est apparue de me dire, eh bien, réfléchis un peu, et qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu es, et comment les autres t'aiment, et qu'est-ce qu'ils apprécient de toi, qu'est-ce que tu aimes faire. Et c'est seulement là que vraiment j'ai commencé, comme je le disais tout à l'heure, à commencer à poser quelques mots, à me dire, bon, si je veux écrire quelque chose, comment ça se passe, et puis vraiment à construire mon environnement de romancière. Et cette force-là, elle est apparue, je dirais,
brutalement et le plaisir chaque jour de m'installer 2 heures devant mon ordinateur, de, de réfléchir, de prendre des notes, d'être toujours à l'affût d'un sujet qui peut être intégré dans mon histoire de ce roman. Et toute cette force, ben, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à la découvrir et elle s'est décuplée de jour en jour. Ouais, je te remercie de partager ça parce que c'est vrai que le sujet féminin me touche énormément à plusieurs niveaux également. Et c'est vrai qu'on se rend compte que bah, c'est effectivement à travers toutes les épreuves que l'on peut vivre, notamment en tant que femme, en tant que maman, en tant qu'épouse, en tant que voilà tous les rôles finalement de notre vie, qu'on se rend compte à quel point cette force nous habite et à quel point on est capable de tellement quand on a l'impression de ne pas avoir le choix, mais qu'en fait bah, la vie nous pousse à aller nous rencontrer là où on ne se connaissait pas. Et alors tu vas peut-être sourire, mais je regardais justement la symbolique de la fracture, parce que je sais que moi, à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, j'ai tendance à regarder dans le petit dictionnaire symbolique des bobos. Et donc la fracture dit que cela se passe quand on a un sentiment de culpabilité et qu'on a envie de se rebeller un petit peu face à une situation qui nous est imposée et qui nous ramène à notre propre sentiment d'impuissance. Et justement, je trouve que ce que tu partages, ça t'a permis, toi, de vraiment transcender cette colère et cette peur en finalement une création, la création de ton livre, où là, c'était toi et ben, qui était chef d'orchestre, justement, de ce que tu avais envie de transmettre, de ce que tu avais envie de faire vivre à tes personnages, de comment tu avais envie de construire l'identité de chacun et les relations entre tous pour arriver à faire en sorte que ben, l'histoire vive. Et je trouve ça vraiment magique, la façon dont bah, finalement cela t'a été proposé et où tu as saisi cette opportunité bah, qui se manifestait en toi d'arriver à créer ça. Comment tu as vécu finalement cette transition entre eh ben, justement ta vie d'avant et l'identité de romancière que tu étais en train de créer? Quand j'ai découvert cette force en moi, j'avais du mal à la maîtriser en fait. C'était une espèce d'excitation. C'était une joie. Enfin, oui, j'étais excitée. Excitée à l'idée de pouvoir exprimer ce qui me tenait vraiment à cœur en fait. Je me rendais compte que dans mon parcours précédent, j'avais beaucoup écrit, beaucoup rédigé, beaucoup de réunions, beaucoup de comptes rendus, beaucoup de rapports et beaucoup de choses qui ne pouvaient pas être dites, qui, si elles étaient dites, ne pouvaient pas être écrites. Et donc, c'est comme si elles n'existaient pas finalement. Et là, je passais à une nouvelle étape qui, grâce à ce que j'écrivais, ben, en fait, ça donnait et là, pour le coup, il y avait vraiment du sens dans ce que je voulais dire. Et mes écrits correspondaient exactement à ce que enfin, exactement, peut-être pas, mais le plus fidèlement possible à ce que j'avais envie de passer comme message. Donc, ça c'était très excitant pour moi. Et en fait, l'aboutissement de cette excitation, ça a été à la fin du livre. Parce que j'ai été surprise moi-même. C'est à la fin, j'avais deux choix. J'avais le choix de dire, bon, je vais jusqu'au bout de l'histoire, je finis cette histoire et je laisserai quelque part mon lecteur, quand il refermera la dernière page, il aura toutes les clés. Et j'étais tellement excitée et heureuse de ce parcours, de ce nouveau parcours, que j'ai pas voulu
J'ai pas voulu finir le livre de cette manière. Et j'ai voulu le finir d'une façon particulière. J'ai voulu laisser le choix. Je me suis dit, soit ce livre va rencontrer un lecteur qui aura envie d'imaginer par lui-même la suite du personnage, et je lui donne le choix. Soit moi-même, je me donne aussi le choix de pouvoir continuer l'histoire, et puis à un moment, peut-être, je réinventerai une suite au personnage, et je pourrais à nouveau partager avec mes lecteurs, mes lectrices, pour savoir si eux s'attendaient à ça, ou si d'autres messages sont possibles, et pouvoir continuer encore et encore cette excitation à l'écriture. C'est intéressant ce que tu partages parce que la maladie, on a tendance en le décortiquant à le signifier par mal à dire, tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui est caché, tout ce qui est tu, tout ce qu'on a emmagasiné en soi et qu'on n'arrive pas à exprimer. Et effectivement, même à travers ton travail, tu évoquais que parfois, effectivement, les paroles ne peuvent pas s'écrire, et c'est intéressant de voir comment toi, tu as eu besoin justement de manifester tous ces mots-là, tous ces mots d'ailleurs, MOTS, MAUX, en l'inscrivant, que ce soit vraiment ancré justement dans la matière et posé. De la façon dont, dont tu parles de cette fin d'histoire qui n'en est pas vraiment une, quelle porte finalement ça t'ouvre? Tu te laisses toi la possibilité d'ouvrir vers autre chose en laissant cette possibilité-là à ton lecteur. Je suis très respectueuse de mes personnages. Et j'aime beaucoup Vince parce que j'aime beaucoup le faire vivre à travers des difficultés, et cette notion aussi, comme je disais pour moi-même, d'être entourée, d'avoir des fois la chance de croiser une personne, d'être dans des circonstances qui vous amènent à réfléchir autrement, la maladie, ou qu'importe. Mais donc, c'était important pour moi que Vince puisse être ce personnage-là sur un chemin de progression. Et puis, à côté, il y a Alice. Il y a Alice qui est pour moi une femme de son temps, et qui souffre, et qui a besoin de décoder les choses, mais qui prend peut-être pas le temps de les décoder. Et j'aimerais lui donner le temps dans le chapitre suivant de s'interroger pour savoir pourquoi elle admet tant de choses, tant de souffrances, pourquoi elle aimerait peut-être changer des choses, mais comment faire. Donc, le parcours d'Alice m'intéresse, et je ne l'ai pas beaucoup, comment dire, j'ai pas voulu faire plusieurs parcours dans un seul livre, pour avoir le temps de me poser sur chacun des parcours. Je pense que le parcours de Shanna est intéressant aussi. C'est une femme qui vit les choses autrement, qui peut-être ne se pose pas les mêmes questions qu'Alice, n'a pas la même histoire et n'a pas les mêmes désirs. Et donc, c'est intéressant aussi de savoir si, quand on vit des choses avec, entre guillemets, plus de superficialité parce qu'on y arrive, eh bien, peut-être on ne vit pas les choses avec autant d'impact physique et psychique. Donc, je pense que le parcours de ces deux femmes qui sont très différentes peuvent être, ça peut être intéressant de les mélanger toutes les deux, de les suivre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais travailler ensuite sur ces deux parcours-là. Puis il y a un autre parcours, enfin, que j'aimerais aussi construire, c'est celui d'Enzo, parce que Enzo, c'est celui qui est censé être peut-être modérateur, certes,
peut-être quelqu'un qui pourrait devenir un mentor dans une vie, et, en même temps qui a ses propres failles, ses propres difficultés. Et on devient mentor tout en restant humble et en se protégeant soi-même quand on a ses propres failles. Donc ça, je pense que c'est encore un parcours qui peut être très très intéressant à partager. Effectivement, la psychologie des personnages est vraiment très intéressante parce que je pense que en chacun, on pourra tous penser à quelqu'un ou peut-être même à soi-même. Et de voir comment chacun évolue, en tout cas, fait forcément se poser des questions par rapport à soi, par rapport à son propre vécu, passé ou présent d'ailleurs, et apporter un autre regard sur comment les choses se déroulent et comment elles peuvent être perçues, et même au-delà de ça, dans les rapports hommes-femmes, dans le rapport au masculin en soi, à la féminité, à comment on vit ça, aux questions qu'on peut être amené à se poser dans sa vie ou au contraire pas du tout. Est-ce que du coup l'écriture de ce deuxième volet est en cours ou est-ce que tu te laisses le temps de vraiment construire encore tout ça pour que ce soit à un moment donné une évidence pour toi de encore une fois poser ces mots sur du papier? Alors le deuxième volet est en cours, hein, bien entamé, effectivement, et donc il sera essentiellement sur le parcours d'Alice et Shanna, qui ont beaucoup de choses à partager, même si elles ne se ressemblent pas du tout. Donc oui, il est en cours et je dirais bien avancé. J'espère au printemps prochain que ce deuxième volet sera prêt. Comment tu vis justement cette nouvelle identité d'écrivaine, alors que je ne sais pas si c'est quelque chose que tu avais peut-être imaginé ou si cela faisait partie de tes rêves d'enfant? Comment cela t'inspire aujourd'hui? Et puis comment tu le vis aussi, notamment par rapport aux derniers événements qui sont venus nous questionner tout un chacun sur la liberté d'expression? Et comment finalement, en tant que romancière qui se sert de ces personnages pour faire passer les messages qui lui tiennent à cœur, cette liberté pour toi est importante, que ce soit encore une fois par rapport au message que tu veux faire passer, mais aussi dans ta propre expression et dans ce que tu veux faire passer au niveau identitaire de tout un chacun. Je trouve qu'il y a beaucoup de questions dans cette partie. J'ai dit au début que l'imaginaire avait une grande place pour moi, parce que je pense que c'est toujours, c'est un peu comme l'humour ou le rire. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de messages peuvent être passés de cette manière pour adoucir un petit peu les mots, justement. Je pense que chacun trouve sa méthode. Je disais, je reste dans la peur, par exemple, de choquer, de déranger, et c'est une émotion vraiment puissante. Et ceux qui utilisent la peur sur les autres pour leur interdire de s'exprimer, c'est barbare et c'est du terrorisme. Donc je suis très sensible à ce sujet-là. La liberté d'expression, pour moi, elle est bien sûr fondamentale. Et je pense que c'est parce qu'on manipule cette liberté et qu'on fait peur aux gens qu'elle est une richesse qui peut se tarir, hein. Et il faut la préserver. Il faut être très vigilant, je pense. Et je ne suis pas certaine que
la société actuelle soit, comment dire, suffisamment armée pour se rendre compte des dangers que peut représenter le manque de liberté d'expression que certains veulent nous imposer. Et je pense que là encore une fois, je pense que, par exemple, la femme est au cœur de ces jeux de manipulation. Et je ne suis pas sûre que un débat sur une mini-jupe, un mini-t-shirt ou un voile apporte quelque chose de fondamental, mais par contre, permettre aux femmes de s'exprimer dans ce qu'elles veulent être, ça, c'est important. Et quand on manipule toutes ces images dans l'intention de faire peur, c'est une manière détournée d'empêcher la liberté fondamentale d'expression. Et notamment, je trouve que les femmes sont assez manipulées dans tous ces sujets. Je te remercie vraiment d'oser t'exprimer justement sur le sujet, parce que je pense que c'est vraiment important, encore une fois, que les choses ne soient pas tues. C'est intéressant aussi que du coup, dans ce deuxième volet de l'histoire, tu décides de t'intéresser plus en profondeur au parcours de ces deux femmes tellement différentes. Quelle est pour toi ta vision par rapport justement à la place de la femme aujourd'hui dans notre société actuelle, et la place qu'elle serait selon toi à mener, à prendre dans ce qui pourrait se profiler sur les années à venir? Je pense que c'est un peu, j'ai envie d'utiliser l'expression pique et creux. Je trouve qu'il y a des mouvements qui sont formidables parce qu'ils portent des projets féminins et des femmes qui sont d'un courage extraordinaire. Et puis en même temps, c'est ce que je disais à l'instant, le message est tellement difficile à porter qu'à certains moments, il est perdu dans l'image. Et c'est une impression de un pas en avant, un pas en arrière, qui fait que ça pourrait être décourageant, avoir l'impression que finalement les choses ne se construisent pas. Et c'est un peu la difficulté, je trouve, de notre époque. Certes, tout va très vite, certes, on peut très vite lancer des messages, mais en même temps, on peut passer très vite à autre chose. Et de tout ça, le temps étant élastique, de ce fait, on n'a pas le temps d'apprécier chaque message, si bien que je ne suis pas certaine que pourtant les nombreux projets, toutes les femmes extrêmement courageuses et tout le poids utile et puis soit audible dans tout ce magma de paroles actuelles. Effectivement, je pense que c'est une question qui peut se poser, et en tout cas, je pense qu'elle a le mérite d'être posée, le mérite qu'on se la pose, et le mérite qu'on y réfléchisse déjà pour nous-mêmes, et puis pour les générations à venir. À la sortie de ton premier livre, tu as eu des retours, j'imagine, de nombreuses femmes. Qu'est-ce que tu as pu ressentir justement par rapport aux témoignages qu'elles t'ont pu faire quant à leur ressenti suite à la lecture de celui-ci? Les femmes qui m'ont parlé du livre, elles
elles m'ont beaucoup dit qu'elles avaient été bouleversées. J'avoue que j'étais presque surprise. Oui, elles ont parlé d'être bouleversées. Plusieurs m'ont dit qu'elles avaient pleuré. Ça m'a énormément touchée. Parce que ça, je ne m'attendais pas à avoir comment dire, autant d'impact, justement. Et je pense que leurs larmes, c'était aussi parce qu'elles se retrouvaient dans certaines situations professionnelles ou personnelles. Et que donc, ça m'a incité à penser que ce que j'imaginais être relativement fréquent me laisse penser que c'est quand même effectivement une réalité. Oui, oui. Fréquemment, cette violence quotidienne, elle existe, elle existe, et particulièrement pour les femmes. Donc, elle existe, oui, dans la vie des couples, elle existe dans la vie professionnelle, et notamment les femmes qui se sont exprimées sont des femmes qui pourtant travaillent, sont indépendantes, assument une vie de couple qui semble être épanouie, où elles semblent se retrouver, où elles ont construit leur famille, où elles invitent leurs amis. Et donc, pour autant, cette violence, elle existe, elle est là. Oui, c'est intéressant de prendre conscience aussi qu'effectivement, derrière tout le paraître, derrière un petit peu la page Ikea que peuvent se construire un certain nombre de personnes, derrière tout ce que l'on peut croire idéal, et en fait ne l'est effectivement parfois pas tant que ça. J'ai été sollicitée par des psychologues et des personnes dans le développement personnel et puis dans le coaching qui étaient intéressées à utiliser l'outil pour être comment dire, un prétexte à l'échange avec les personnes qu'elles accompagnaient. Oui, ça m'a surpris, mais c'est aussi une des voies qu'a pris ce livre, qui intéresse des professionnels qui ont envie d'échanger avec comme outil un livre pour permettre l'expression des personnes qu'elles accompagnent sur des situations où il y a cette violence. Maintenant que du coup tu as pu prendre un petit peu conscience de la portée de ton livre, par rapport à l'aide, à la prise de conscience que tu as pu apporter par rapport au premier livre, qu'est-ce que ce second livre-là, ce second volet, pourrait apporter comme type de réflexion et comme intérêt finalement, au-delà de l'histoire en elle-même et de savoir quel est le cheminement des personnages pour les lecteurs qui vont poursuivre cette aventure-là avec toi? Moi, je pense que l'idée, c'est d'essayer de se découvrir soi-même et ne pas attendre les maladies pour le faire. Et puis, se connaître soi-même, c'est essayer de s'accepter comme on est. Et je crois que ce deuxième volet, ce pourrait être cet axe-là qui pourrait être induit dans le parcours de ces deux femmes différentes, et donc de s'accepter l'une et l'autre comme elles sont. Et peut-être, je ne vais pas oublier Vince, hein, donc peut-être que lui aussi, la suite des épreuves pourrait lui permettre de démarrer alors qui je suis et qu'est-ce que je veux. Ce sera vraiment le fil conducteur du deuxième volet. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, on peut dire que tu te sens vraiment à ta place?
Oui, oui, je suis très heureuse de de ce qui m'arrive. Je suis très heureuse de toucher des femmes et des hommes à travers ce livre. Je suis vraiment très heureuse de partager parce que on disait à l'instant, ceux et celles qui me disent j'ai été touchée, je me suis retrouvée, j'ai pleuré. Euh, et j'ai eu aussi un petit peu de colère dans le sens où d'autres m'ont dit oui mais je comprends pas pourquoi ça s'arrête de cette manière. J'aurais aimé que tu m'emmènes toi sur la fin. Euh, tout, tout, toutes ces échanges m'ont enrichi énormément, vraiment énormément. Et puis c'est le cadeau, c'est vraiment ce que je cherchais à travers cette nouvelle activité, c'était de retrouver des échanges humains et se dire que je suis sur, je partage maintenant des sujets avec d'autres qui les touchent, c'est cadeau, c'est vraiment extraordinaire pour moi, c'est vraiment un aboutissement de ce qu'il y a de meilleur dans la relation humaine. On a pu aborder de ce fait une part d'intimité. Et il et elle m'ont dit intimement, j'ai pleuré. Je trouve ça extrêmement fort comme relation humaine avec moi. Et j'ai eu une libraire qui m'a dit j'ai trouvé une pépite. J'avoue que je suis émerveillée d'avoir ces retours et puis forcément ce sont des cadeaux magnifiques, magnifiques. Quand on vit de douloureuses épreuves, on a justement du mal bien souvent à voir le cadeau caché, à voir qu'est-ce que la vie veut nous transmettre à travers ce qui nous paraît si difficile, si moche, si insurmontable, si douloureux. Est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui que finalement pour toi la maladie t'a fait le cadeau de te mettre vraiment sur ton chemin et ce pourquoi finalement tu étais réellement faite dans tout ce que tu apportes aux personnes aujourd'hui à travers ce que tu écris? Oui, j'avoue que c'est tout à fait ça. C'est l'idée d'être à ma place, de, de construire des ponts avec les autres comme je le souhaitais, parce que je ne renie pas tout ce que j'ai pu faire auparavant, mais la manière dont les ponts se construisaient n'était pas forcément à l'image de ce que moi je voulais faire. Ils existaient, je les empruntais et ils me permettaient de rejoindre l'autre avec les obligations de la vie. Mais aujourd'hui, à travers mes mots, je m'aperçois que je fais partie de l'architecte qui construit les ponts vers l'autre et que la moitié du pont, c'est moi qui le fais, mais l'autre moitié, c'est l'autre. Et ensemble, je trouve qu'on est en train de faire des constructions magnifiques. Donc, ça, c'est vraiment un bonheur fou, fou. Être architecte de sa vie. Je te remercie pour cette formulation que je trouve vraiment très à propos. Je te remercie infiniment, Avril, d'avoir accepté déjà cette invitation-là, d'avoir osé te livrer de cœur à cœur, de façon aussi touchante, aussi intime, aussi authentique, d'oser en parler avec beaucoup de pudeur, mais en même temps tellement de conviction, et on voit que on le ressent, hein, ne serait-ce que à travers tes mots, à travers tes paroles. Ce sont vraiment des sujets qui te tiennent à cœur et que tu as une façon très spécifique avec délicatesse et puissance, je trouve, en temps de faire passer justement le message. Ça m'a vraiment reconnecté avec la puissance des mots, avec la puissance du personnage aussi, comme j'ai pu te l'évoquer auparavant.
Merci infiniment, vraiment, pour ça. Je serais vraiment ravie, du coup, d'avoir prochainement ce deuxième volet. Voilà, j'espère que tu me tiendras au courant parce que vraiment, ça me tient à cœur de voir comment tu fais évoluer ces femmes et puis l'ensemble des personnages. C'est quelque chose qui me touche profondément. Et au-delà de ça, en tant que femme, je trouve que tu incarnes vraiment profondément cette résilience, mais même au-delà de ça, en fait, pour moi, c'est vraiment un processus alchimique où à travers ce parcours incroyable par lequel tu es passé de la maladie au phénix, finalement, qui transcende vraiment sa vie personnelle, sa vie professionnelle, sa vie intérieure aussi, par rapport à voilà, tout ce qui a pu se passer en toi. Je trouve que c'est j'allais dire un beau modèle de réussite, mais de réussir sa vie en fait, en étant vraiment créatrice de sa vie, malgré la peur, comme tu le disais, malgré tout ce qui a pu te faire peur, voilà, de changer de travail, de te sentir parfois un peu diminué physiquement, et d'arriver à embrasser tout ça pour mieux le dépasser et aujourd'hui, voilà, créer d'autres vies de tes personnages et influencer la vie des autres en ayant déjà profondément transformé la tienne. Donc merci vraiment beaucoup. Je suis vraiment touchée de ce témoignage que tu apportes aujourd'hui. Mais merci également à toi, Anne-Claire, parce que je pense que notre rencontre n'est pas anodine. Je parlais à l'instant de pont et de construction et d'architecture. Et je suis enchantée de vous rejoindre. Et ça aussi, c'est un superbe cadeau d'être aux côtés des femmes de lumière. Je m'y sens très bien. Donc, en tout cas, je suis vraiment voilà, ravie que tu fasses partie de ces femmes de lumière qui, en éclairant leur propre chemin, éclairent celui des autres également. Et pour moi, c'était vraiment un honneur de t'avoir aujourd'hui. Encore une fois, merci beaucoup. J'espère que vous aurez été inspirés. Je vous invite fortement à aller découvrir le livre d'Avril que je mettrai en barre d'infos ou en commentaire afin que vous puissiez vous le procurer et puis partir à votre rencontre en allant à la rencontre des personnages. Et puis dépêchez-vous de lire le premier car le deuxième ne va pas tarder. Je vous souhaite à tous une merveilleuse fin de journée et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine interview.